Merci beaucoup. Alors, ça me fait plaisir de vous rencontrer virtuellement tous et toutes. Évidemment, je vois pas tout le monde à l'écran, mais je crois qu'on est une cinquantaine ce midi. Alors, c'est un énorme groupe. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une présentation, puis je vais évidemment dire des commentaires à travers tout ça. Je vous invite à poser des questions au moment que vous voulez. Il y a toujours l'outil de lever la main qui est très, très pratique. Et si je ne vois pas parce qu'on est un grand groupe et que je vais peut-être beaucoup, beaucoup parler, ben, n'hésitez pas à ouvrir votre micro en disant Hey, 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 tu m'as pas vu, mais j'ai une question. Ça va vraiment me faire plaisir d'y répondre. Alors, je vais évidemment me présenter, mais avant tout, je vais vous partager ma présentation. Je dis tout le temps la blague quand je fais des formations que c'est l'épreuve la plus difficile de la formation parce qu'on sait que la technologie, ça marche pas toujours. Donc, laissez-moi 30 secondes, je partage mon écran. Oh, le partage n'a pas été activé, qu'on me dit. Alors, j'ai d'envoyer, OK, une demande. Et là, ça y est, je peux partager. Alors, ça ici, on n'en veut pas. Hop, on met ça de côté. Parfait. Et je vais mettre ça en mode diaporama. Alors, est-ce que tout le monde me confirme qu'on voit bien ma présentation à l'écran? C'est parti. Et je vais vous dire aussi que je vais essayer, on va respecter l'horaire de tous et chacun parce que je sais qu'on travaille, on est sur l'heure du lunch. Alors, à 13 heures, la formation sera terminée. Alors, rapidement, Marel Communication, c'est mon agence que j'ai fondée. On est dans notre sixième année. Alors, évidemment, Marel, c'est un jeu de mots. Notre slogan, c'est Nous connaissons les règles du jeu. Euh, nos expertises, donc de la stratégie, des relations de presse, parce que je suis d'abord et avant tout une relationniste de presse. Moi, précédemment, j'ai travaillé dans des grandes agences de Montréal, tout ça, avant de partir ma propre agence. Et j'ai été aussi directrice des communications et du marketing au musée Pointe-à-Calière. C'était en 2017 lors des fêtes du 375e. Alors, on fait également de la gestion des réseaux sociaux et du marketing d'influence. Et n'ayez crainte aujourd'hui parce qu'on parle de campagne de marketing notoriété. On va parler des influenceurs et des réseaux sociaux, c'est sûr et certain. Alors, Marel, l'Agence des grands salons, parce qu'on travaille avec beaucoup, beaucoup de salons, notamment ceux qui sont présentés au Palais des Congrès. Alors, Salon du tourisme, Salon de l'auto, Salon du livre qui a lieu la semaine prochaine, bientôt le Salon des métiers d'art également. Alors, vous viendrez nous voir, ça s'en vient bientôt. Quelques-uns de nos clients, on est dans le tourisme et la culture, c'est notre expertise. Igloo Fest, Parc Safari, Martinique Gourmande sont des festivals qui sont présentés notamment dans le coin du Vieux-Montréal, Oasis Immersion également au Palais des Congrès. Alors, pour la présentation, le reste, vous l'aurez. Alors, voici qui je suis et qu'est-ce qu'on fait dans la vie, ce qui explique la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, qui est vraiment une présentation de marketing 101. Alors, quand la SDC m'a approché, évidemment, on m'a dit qu'il y avait plusieurs profils de gens qui s'inscrivaient, mais j'ai gardé en tête que plusieurs étaient des gestionnaires ou des entrepreneurs qui n'avaient pas nécessairement de service de communication à l'interne. Alors, de garder les choses quand même très simples, très haut niveau, des apprentissages que vous pouvez mettre à exécution vous-même sans faire appel nécessairement à une firme parce qu'il y a des coûts liés à ça. Ou peut-être que le goût vous tentera, mais c'est pas un pitch de vente que je vous fais aujourd'hui, mais c'est évidemment de vous montrer les règles 101 un petit peu du marketing. Et voilà, on va regarder ça ensemble. Alors, c'est quoi une bonne campagne marketing, évidemment? C'est on se fixe des objectifs, puis on cherche à les atteindre. Et la façon d'atteindre les objectifs, c'est d'augmenter sa notoriété. Puis ultimement, là, quoi qu'on en dise, c'est d'augmenter les ventes. Et même lorsqu'on est, par exemple, dans des institutions publiques, un musée, tout ça, ben, il faut quand même vendre des billets, c'est évident. Alors, ce qu'on veut, c'est d'augmenter nos ventes, qu'on soit en restauration, qu'on ait une boutique de vêtements, qu'on ait un salon de coiffure. On veut avoir plus de clients et c'est ce à quoi sert le marketing. Jusqu'à présent, tout le monde me suit, tout le monde est assez d'accord avec ça, j'imagine? Parfait. Je poursuis. Alors, l'image de marque, c'est votre première chose à laquelle vous devez vous attarder avant de mettre à exécution des tactiques de communication, d'accord? L'image de marque, c'est quoi? C'est évidemment ce qu'on veut que notre entreprise soit et comment on veut qu'elle soit perçue. Alors, la perception d'une entreprise, c'est par les valeurs que vous allez faire, l'identité visuelle distinctive. Et là, je vous le dis, ça vaut la peine peut-être d'engager un designer ou il y a des outils comme Canva, entre autres, qui sont très, très bons pour faire un logo, pour définir là, vraiment une image de marque afin qu'elle soit distinctive des autres. Je vous le dis tout de suite, quand on veut faire un logo, la couleur à éviter, c'est le bleu.
Il y a peut-être des gens qui ont du bleu dans leur logo. Le bleu, c'est comme la couleur quand on est designer. Je ne suis pas designer, mais je travaille avec des designers qu'on dit, ben, on savait pas trop où s'en aller, fait qu'on a fait un logo bleu. Donc, vraiment, un logo qui va vous démarquer des autres lorsqu'on va vous voir, que ce soit dans la rue parce que vous avez pignon sur rue ou parce que vous êtes sur les réseaux. On va comprendre que c'est votre entreprise. Évidemment, il faut que ça soit une image de marque qui va être cohérente sur tous les canaux de communication. Donc, que ce soit si vous achetez, par exemple, dans un hebdo local de la pub, vous faites de la pub sur les réseaux sociaux, votre site Internet et autres, il faut que ça soit partout pareil, même vos menus, si vous êtes en restauration et tout. On veut bien sûr offrir des expériences, gérer sa réputation en ligne, avoir un porte-parole aussi. Ça, c'est avant la campagne de communication marketing. On se pose la question, est-ce que ça vaudrait la peine d'avoir un porte-parole, une figure connue pour représenter notre marque ou notre commerce? Bien sûr, il y a souvent des coûts affiliés à ça, à moins que ça soit notre cousin, notre cousine. Là. Ça peut être le fun aussi. Il y a des coûts liés à ça, puis il y a des échanges de services qu'on peut faire. Généralement, c'est quelque chose qui fonctionne très bien d'avoir des porte-paroles au Québec. On aime notre showbiz, on est collé sur notre showbiz et quand les gens voient des visages connus, ben ça aide à augmenter les ventes, toujours l'objectif. Alors, message, logo, couleurs doivent être distinctifs, comme je l'ai dit précédemment. Donc, la promesse de marque, qu'est-ce que c'est la promesse de marque? C'est vraiment ce qui va faire en sorte que quand tu viens dans mon établissement, moi, je te promets ceci et tu as qui est promis. Alors, pour que les gens disent, moi, je vais aller à telle place plutôt qu'à telle place, ce resto-là, non seulement c'est bon, le service est super bon, puis on mange rapidement. Si c'est ça votre promesse de marque, évidemment, faut qu'à l'intérieur, quand les gens vont aller chez vous, faut que ce que vous avez promis soit la réalité, bien sûr, pour bâtir la confiance des gens. Et je vous apprends rien avec l'outil qui s'appelle Google dans les avis, entre autres. Évidemment, si on dit quelque chose sur nos réseaux sociaux, mais que ce n'est pas la réalité, rapidement, je pense qu'on va se faire démasquer et on ne peut pas faire ça. Alors, c'est d'être vraiment cohérent, aligné à chaque fois qu'on fait quelque chose. Puis si vous ne pouvez pas promettre que le service va être rapide dans votre restaurant, mais trouvez un autre argument qui n'a rien à voir avec le service parce que, tu sais, au moins, ça sera pas ce que vous aurez promis aux gens. La base, c'est justement un message fort. C'est ce qu'on appelle en publicité la grande idée. C'est quoi la grande idée? Qu'est-ce qu'on veut donner aux gens? Là, je vous ai donné quelques exemples que j'ai créés en fonction des commerces qu'il y a dans le Vieux-Montréal qu'on connaît assez bien. C'est notre slogan, alors je vous aurais compris que la grande idée, c'est un slogan, la meilleure crème glacée du Vieux-Montréal. Si c'est ça, il faut vraiment qu'elle soit bonne quand on y va. Ou encore, vous allez peut-être participer à un concours de crème glacée où le L Québec vous a identifié comme étant la meilleure crème glacée du Vieux-Montréal. Si c'est le cas, vous mettez une affichette. De plus en plus, maintenant, on voit, évidemment, on sait que le guide Michelin s'en vient. Pour ceux et celles qui ont voyagé en Europe récemment, lorsqu'on va dans les restos, lorsqu'on va dans les hôtels, on voit les affichettes du guide Michelin. C'est un saut d'excellence. Et là, j'ai commencé à en voir, notamment au centre-ville. J'ai moins observé ça dans le Vieux-Montréal parce qu'on sait que le guide Michelin s'en vient. Alors, il y en a qui mettent le saut du guide Michelin. Ça aussi, ça peut être très bien. Donc, quand on dit quelque chose, il faut l'appuyer avec des faits plus concrets. Fait que la meilleure crème glacée, là où l'histoire de Montréal se vit, si vous êtes, exemple, dans un bâtiment historique, des marques de prestige sous une même adresse, si vous avez une boutique de vêtements ou d'objets, et de tout pour vivre l'hiver canadien. On sait que, évidemment, on est dans un quartier hautement touristique. Alors, peut-être qu'il y a des gens, des Américains ou enfin des touristes qui se cherchent des vêtements, des choses typiques de l'hiver canadien. Donc, je pense à certaines boutiques, évidemment, sur Saint-Paul. Donc, ça, c'est vraiment des messages très forts. Vous voyez que c'est quelques mots seulement et ça dit pratiquement tout. C'est ça le message fort. Puis ça, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'engager une firme qui va vous coûter des milliers de dollars. Je pense qu'avec votre équipe de direction, même votre personnel, vous pouvez déterminer qui on est, qu'est-ce qu'on veut être et comment on le transmet aux gens. Et c'est vraiment des choses qui fonctionnent en communication marketing. Des questions jusqu'à présent? N'oubliez pas de lever la main ou de me le signaler vocalement si vous avez des questions. Super. La communication intégrée. Alors, quand on veut avoir de l'impact, il y a une chose qui fonctionne, c'est de faire plusieurs stratégies en même temps. Ça, je vous dirais, ça fait plus d'une quinzaine d'années, depuis l'apparition des médias sociaux, là, qu'on privilégie la communication intégrée. Ça veut dire que, exemple, si on lance un nouvel endroit, un nouveau resto, ou on veut faire la promotion d'un resto, ben, il faut à la fois, enfin, c'est recommandé, et je comprends qu'il y a des enjeux budgétaires, il faut faire à la fois des publicités traditionnelles, du marketing d'influence, des médias sociaux, des relations publiques et de l'événement.
Là, vous me dites, oh là là, ça va coûter cher. Je vous donne des petits cues à travers ça, puis vous allez déterminer qu'est-ce que vous faites, un petit peu de tout peut-être. Mais souvent, vous allez voir que naturellement, les différentes stratégies de communication vivent ensemble très, très bien. Si on invite des influenceurs, par ricochet, ils vont publier dans les réseaux sociaux que vous allez pouvoir republier. Fait que vous avez votre campagne réseaux sociaux et influenceurs en un. Et si vous invitez des influenceurs, nécessairement, vous allez faire un événement pour que trouve ça le fun chez vous. Donc, vous voyez, tout ça se tient très, très bien ensemble. Mais il faut penser intégré. Il faut penser ce qu'on appelle 360 degrés, de faire plusieurs stratégies en même temps et non juste, par exemple, une pub dans la presse le samedi matin ou encore un panneau d'autoroute. Ça va être, si vous faites ça de façon isolée, l'impact, le retour sur investissement, comme on aime dire, va être quand même assez faible. D'accord? Donc, parlons de publicité traditionnelle, justement. Alors, avant de se lancer dans une campagne de pub, puis justement d'acheter radio, télé et autres, il faut définir les objectifs. Est-ce que c'est de générer du trafic sur le site Web, augmenter les ventes? Ça, pour moi, c'est une condition sine qua non, et améliorer la notoriété. Connaître son public cible. Et ça va orienter aussi, bien sûr, la publicité qu'on fait. Tu sais, il y en a qui me demandent souvent, est-ce que la télé, ça marche encore? Mais oui, la télé, les trois grands postes, notamment francophones, que sont TVA, Radio-Canada et Nouveau, sont assez encore écoutés au Québec. Il y a des pointes sur certaines émissions, on le sait. Il y a deux chaînes sportives aussi, RDS, TVA Sport, qui sont assez écoutées aussi. Cependant, ça va vraiment dépendre de votre public cible. Si vous voulez rejoindre les 25 ans et moins, dépensez pas une scène en télé. C'est sûr et certain qu'ils sont pas là. On le sait qu'ils n'écoutent pas la télé. Si vous voulez rejoindre les baby boomers, ben là, oui, 100%, on s'en va en télé et autres. Donc, c'est très, très important, puis ça va vous permettre d'éviter de faire des dépenses inutiles. Créer du contenu attractif, donc évidemment, ça fait un petit peu partie de l'image de marque dont je parlais au début. Quand on va vers de la publicité, il faut avoir un contenu très, très attractif. On se fixe un budget parce que vous allez voir que si vous appelez à la presse sur Radio-Canada, les dollars peuvent s'envoler très, très rapidement, hein. On parle de plusieurs milliers de dollars lorsqu'on va en pub dite traditionnelle. Et d'ailleurs, ce que c'est de la pub traditionnelle et ce à quoi ça sert, c'est-à-dire ça sert à toucher un large public. Alors, c'est sûr que le principe de la publicité, c'est que plus qu'on investit d'argent, plus effectivement que, eh bien, excusez-moi, plus qu'on investit d'argent, plus on touche un large public. C'est vraiment ça euh, qui se passe effectivement en publicité. Donc, plus qu'on investit d'argent en pub, il en va de soi, plus qu'on touche un large public et évidemment, on renforce notre crédibilité de notre marque. La publicité dite traditionnelle, donc dans les médias de masse, ça sert à atteindre massivement des gens, alors que la publicité numérique qu'on va voir dans quelques instants, on est vraiment plus dans la cible. Donc, télévision. À la télé, de tous les moyens pour faire de la publicité traditionnelle, donc on a télé, radio, presse écrite et affichage urbain, que ce soit sur des bus, des abribus ou encore, bon, des panneaux d'autoroute. Ce qui coûte le plus cher, je vous le dis tout de suite, c'est les messages télévisés. Mais en revanche, ce qui fonctionne le plus, c'est encore la télé. Alors oui, la télé, les spots télé, ça fonctionne pour attirer des gens, définitivement. Et selon l'heure à laquelle vous achetez votre publicité, eh bien, effectivement, vous avez plus d'argent à dépenser. Par exemple, si vous achetez à Tout le monde en parle, ben, c'est sûr que le spot télé qu'on appelle, donc la publicité va coûter plus cher que si vous achetez à nouveau à 2 heures du matin. Évidemment, il y a moins de codes d'écoute, il y a moins de gens qu'on rejoint. La radio fonctionne encore super bien, je tiens à le préciser, mais encore une fois, je reviens sur le public cible. Si vous voulez rejoindre des gens de 25 ans qui habitent sur le plateau Mont-Royal, je pense pas que c'est quoi, exemple, soit la meilleure radio. Par contre, si vous voulez rejoindre des mères de famille qui habitent dans les banlieues à proximité. Un Rouge FM, un Rythme FM est une très bonne radio. Ça coûte moins cher, il y a de la proximité, la radio, et les frais de production sont vraiment moindres. Presse écrite, donc annonce dans les journaux, magazines. On me pose souvent la question combien ça coûte. Donc, je vous dirais un petit encart dans la presse, on commence à 3 000 $. Ça va jusqu'à 25 000 si c'est la presse du samedi, une pleine page. Donc, c'est très, très cher, là. Puis ça, on parle d'une fois seulement. Hein? Donc, il faut vraiment, évidemment, avoir une stratégie, un budget dédié à ça, puis surtout des objectifs clairs avant de se lancer là-dedans. Puis, il y a une phrase qui le dit bien, plus l'investissement est élevé, plus les résultats sont au rendez-vous. Ça, c'est presque évident en pub, contrairement en relations publiques.
plus qu'on investit d'argent, plus qu'on a de résultats et donc plus que nos ventes augmentent. Fait que le retour sur investissement, il existe. Le marketing sert à ça. Mais des fois, ça fait peur quand on entame une campagne marketing de se dire, mon Dieu, c'est énorme l'argent que je dois dépenser. Et voilà, c'est un petit peu ça qui arrive. Des questions? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait, donc évidemment, je ne connais pas les commerces où vous travaillez, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait, par exemple, de la télé ou de la radio, qui ont été satisfaits, moins satisfaits? S'il y en a qui veulent peut-être partager leurs impressions? Personne n'a déjà fait de pub? Bon, alors je vois que ça sera peut-être un début pour beaucoup de gens. OK, super. De la publicité numérique, ça, je suis presque convaincue qu'il y a des gens qui en font. Si vous leviez votre main, est-ce qu'il y en a qui font de la publicité numérique pour leur commerce, pour leur établissement? Avec la petite main jaune là, qu'on a sur le côté, je veux juste voir, oui, parfait. Je vois Jean-Charles Savard qui fait de la pub numérique. D'autres gens qui font de la pub numérique? Très peu. OK. Naomi Dupont. Naomi, je pense que tu étais avec nous la semaine passée aussi, il me semble. Je faisais Oui, une totalement. formation. Parfait, Oui. merci. Oui. OK. Je faisais une formation sur les relations de presse la semaine passée. Donc, super. Ben ça aussi, la publicité numérique, il en va de soi, c'est très, très important. Si vous avez des commerces, là, il faut absolument, je vous apprends rien, avoir une page Facebook, un compte Instagram, peut-être un LinkedIn aussi, peut-être un TikTok, mais au moins la base qui est Facebook et Instagram. Je dis la base parce que ça demeure les deux médias sociaux qui appartiennent évidemment au groupe Meta et qui sont les plus populaires encore au Québec. Il y a pas de doute. Puis, ça, tu sais, de 20 à 75, 80, on peut aller toucher les deux publics. Facebook un petit peu plus vieux, bien sûr. Facebook, donc, c'est du 40 ans et plus. Puis Instagram, c'est plus jeune. Alors, si on a ces deux plateformes-là, mais il faut évidemment les activer régulièrement, il faut être très, très disponible là-dessus, mais bien sûr, on va aller toucher les publics cibles. Donc, c'est pas juste de publier, mais c'est de faire de la publicité également avec ces plateformes-là et d'autres. La publicité numérique, c'est sûr que le retour sur investissement, il est encore moindre que la publicité télé, mais je vous rappelle, mon principe de base, c'est que si vous pouvez faire les deux, vous allez être vraiment bien servi en termes d'objectifs remplis. Donc, la publicité numérique, ciblage précis, c'est une des choses qui nous permet d'atteindre vraiment votre cible. Si vous voulez, justement, je reprends des jeunes universitaires qui habitent proche, tiens, de l'Université McGill, c'est votre cible parce que vous faites un gros party vendredi soir, puis il y a un DJ qui vient et vous savez que, par exemple, les étudiants de McGill, ça pourrait être intéressant pour eux, bien, vous allez pouvoir, évidemment, en faisant votre algorithme, votre public cible, aller chercher le groupe d'âge, chercher l'emplacement géographique, et ça va être plus intéressant. Flexibilité budgétaire. Des fois, il y en a qui pensent qu'il faut investir des milliers de dollars en pub numérique. C'est pas le cas, contrairement à la presse ou à la télé où là, c'est vraiment des dizaines de milliers de dollars. Ben ici, des fois, quelques centaines de dollars peuvent faire vraiment une belle performance. Encore une fois, c'est le principe de plus on injecte, plus qu'on a de résultats, mais quand même, on n'est pas obligé d'injecter autant d'argent qu'en télé et en radio. Alors, ce qui fait en sorte que c'est très, très adapté aux petites comme aux grandes entreprises, la publicité numérique. Donc, dans le cas, je pense qu'il y a beaucoup de PME aujourd'hui, c'est sûr que je vous recommande de faire ça. Une autre chose qui est très le fun avec la publicité numérique et ce qui est moins garanti en télé-radio, par exemple, c'est qu'on peut mesurer instantanément. Il y a des outils, Facebook propose des statistiques, à savoir si effectivement ça performe, si on atteint notre cible, si les gens vont cliquer sur le site web, s'il y a un lien vers le site web. Alors, c'est vraiment très, très, en ce sens-là, très encourageant. Et en plus, vous pouvez même aller rejoindre des gens à l'extérieur, même en Europe, aux États-Unis. Alors, c'est une portée mondiale. Alors qu'évidemment, si on veut rejoindre le public américain de la côte Est, qui est certainement parmi les premiers touristes du Vieux-Montréal, ben, ils regardent pas Radio-Canada puis ils regardent pas TVA. Alors, pour ceux et celles qui sont en tourisme et qui ont des publics à l'extérieur de la grande région de Montréal, puis même, je vous dirais, pour les régions à l'extérieur de Montréal, ben, les publicités numériques sont vraiment, vraiment appropriées parce qu'on va aller pouvoir cibler les gens. On peut aller cibler un peu partout dans le monde là, des territoires et des profils types de gens qu'on veut rejoindre. Les plateformes les plus populaires au Canada, je vous en parlais, donc c'est une étude assez récente, là, puis il y a des gens qui pensent que Facebook, ben, c'est plus consulté, détrompez-vous, c'est encore pour 83% des internautes, ben, ont un compte Facebook au Canada. Messenger, c'est 77% et Instagram, c'est 57%. Alors, on voit quand même qu'il y a une belle disparité encore et que Facebook demeure la plateforme
qui est la plus consultée et j'ai envie de vous dire, ça marche encore Facebook. Vraiment, vraiment. Bon, là, après ça, si on y va par tranche d'âge, je vous apprends rien. Chez les 16-24 ans, c'est 79 qui ont un compte Facebook. C'est un petit peu moins élevé. Mais 85% ont un compte Instagram et on parle pas de TikTok dans cette... Oui, on parle de TikTok un peu plus tard. Donc, après ça, on parle de YouTube. 63% ont un compte YouTube. Twitter, qui s'appelle X maintenant, ben là, on sait qu'il y a une baisse de popularité à cause des événements récents aux États-Unis, mais c'est 37% des gens, donc des Canadiens, qui ont un compte Twitter et 27% un compte TikTok. Donc, TikTok, c'est encore quand même assez niche. 27% des Canadiens, là, tout âge confondu, donc à peu près un tiers ont un compte TikTok. Mais c'est sûr qu'on sait que plus on rajeunit l'âge, plus on atteint notre cible. Et surtout, l'algorithme de TikTok est extrêmement puissant, beaucoup plus que Facebook et Instagram. Donc, on peut aller rejoindre beaucoup, beaucoup de gens et des gens intéressés grâce à cet algorithme-là. Et si on regarde dans d'autres pays, ben, il y a WhatsApp dans le reste du monde, en fait, qui est utilisé, à part au Canada, c'est beaucoup moins populaire. Mais si vous contactez des gens en Europe notamment, là, ils utilisent énormément WhatsApp. La publicité numérique. Donc, je vous parlais des médias sociaux, mais il n'y a pas que sur les médias sociaux où on fait de la publicité numérique, bien sûr. On peut en faire sur les moteurs de recherche. Donc, par exemple, si vous avez un restaurant, vous allez sur Google, je vous apprends rien, puis on cherche ben, restaurant dans le Vieux-Montréal. Il faut que vous apparaissiez idéalement dans la première page de recherche parce que rarement les gens vont se rendre à la deuxième, à la troisième page. Puis moi, personnellement, j'ai fait l'exercice également avec, par exemple, mon agence. On était à la sixième page avant qu'on fasse l'exercice. Alors, ça veut dire qu'il faut faire des annonces payantes sur les moteurs de recherche, un Google Ads. Tout le monde, vous n'avez pas besoin d'engager un informaticien, a accès à Google Ads. Après ça, c'est assez, je vous dirais, assez facile pour aller mettre des mots-clés où quand les gens vont cliquer, ben effectivement, le nom de votre entreprise va ressortir. Mais c'est un peu une enchère et une surenchère. C'est-à-dire que si vous dites le meilleur restaurant de Montréal, on va enregistrer ça. Quand les gens vont faire cette recherche-là, ben, le nom de votre entreprise risque de ressortir. Mais ça dépend de la quantité d'argent que vous avez acheté. Si votre compétiteur a acheté, moi, je dis n'importe quoi, 1 000 $ par semaine, puis vous injectez 200 $ sur ce mot-clé-là, ben, lui, il va ressortir avant vous, c'est sûr et certain. Et c'est comme impossible de savoir combien les gens investissent. La seule chose qu'on peut savoir dans ce cas-ci, ben, c'est où ils sont. Hein, par rapport à l'ordre sur Google quand on va là-dessus. Mais je vous encourage fortement à mettre des efforts aussi là-dessus, sur le Google Ads, parce que les résultats sont évidents et assez rapides. Publicité réseaux sociaux, on en a amplement parlé. Publicité sur des bannières. Donc, ça aussi, ça demande un petit peu peut-être de programmatique et de connaissances, mais avec Google, si vous rentrez, si vous faites un compte, vous allez voir, il y a des choses qui peuvent être faites quand même un peu par monsieur, madame, tout le monde, et vous allez avoir des bannières. Ça veut dire en programmatique que vous regardez, par exemple, Facebook, et si la personne, vous avez rentré les bons mots-clés selon les intérêts, a un intérêt, moi je ne sais pas, pour la pêche, ben, il y a une de vos bannières qui va passer dans ces publicités. Je reviens à la question monétaire, je m'excuse, mais c'est vraiment évidemment la quantité d'argent que vous allez donner et les bons mots-clés que vous allez aussi proposer à Google pour le référencement qui vont faire en sorte que on va le propulser chez les gens qui aiment des choses que vous avez nommées ou qui cherchent des choses que vous avez nommées sur le web, parce qu'on sait que tout ce qu'on regarde sur le web et tout ce qu'on cherche, évidemment, est enregistré. Fait que c'est pour ça qu'ils nous poussent des publicités ou des choses que, en principe, on aime ou qui correspondent à qui nous sommes. Des annonces sur TikTok, YouTube, ça fonctionne évidemment beaucoup. La vidéo, beaucoup plus que des annonces statiques. Je vous le recommande vraiment beaucoup. On voit la différence facilement et des visages humains aussi. Les visages humains, là, juste montrer des photos d'objets, c'est vraiment moins conseillé. Donc, des visages humains. On veut voir des gens manger au restaurant. On veut voir des gens consommer bon, les produits que vous vendez. On veut voir des gens vêtir avec ces vêtements-là. On ne veut pas juste voir l'objet. C'est très important. Contenu dirigé, une autre façon également d'acheter de la pub, c'est par exemple l'extra dans la presse. Donc, vous connaissez l'extra dans la presse. Par ailleurs, c'est un article qui est écrit à partir d'un brief. Donc, dans les bonnes pratiques journalistiques ici au Canada, on n'a pas le droit de demander à un journaliste, même si on a accordé une entrevue, de relire son article après. Hein? C'est ce qu'on appelle la liberté de presse. Par contre, de plus en plus, on peut acheter des articles qui sont comarqués, qui sont payés. En principe, là, on devrait savoir ça, c'est bien indiqué.
Et donc, un journaliste fait une entrevue avec vous, vous avez le droit de regard sur cet article-là et il reste en ligne sur la presse.ca pendant 4 semaines, puis ça fonctionne également en programmatique. Donc, la presse.ca a identifié des critères selon lesquels les gens qui sont dans vos publics cibles vont voir cet article-là plusieurs fois dans le mois. Je t'ai précisé que ça va coûter en 2025, pardon, 15 000 pour avoir cet article-là seulement. On parle d'un article. Cela dit, encore une fois, c'est un outil qui fonctionne très, très bien parce qu'on dirait un texte journalistique, mais vous l'avez corrigé, vous avez mis vos messages clés. Et généralement, le contenu fonctionne beaucoup mieux en publicité que la simple publicité qui est un call to action, une image et un lien pour acheter. OK? Donc, évidemment, le contenu fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Et également rediriger les gens toujours, toujours, toujours vers votre site web pour faire la publicité parce que si on dit acheter mais qu'il n'y a pas de redirection, mais vous perdez votre occasion. Et on dit également que lorsqu'on fait de la publicité numérique, le moins de clics qu'il y a pour faire l'achat, le mieux que c'est. Alors, à chaque clic supplémentaire que vous ajoutez pour le consommateur, vous en perdez. Et moi-même, je suis la preuve vivante. Des fois, bon, ben, c'est de remplir un formulaire, puis après ça, d'aller ici, puis voir s'il y a un code promo, mais retourner dans vos courriels, voir si le code promo est arrivé, puis revenez sur notre application pour vous inscrire à nouveau. Plus que vous mettez d'étapes, évidemment, il y a des étapes de sécurité là, qu'on ne peut plus passer à côté, plus que vous allez mettre d'étapes dans le processus de vente, plus que vous allez perdre des clients potentiels si vous faites des ventes en ligne. Et même de la réservation de restauration, je dirais. Des questions, je ne vois pas le chat non plus. En fait, je le vois, mais je ne le consulte pas. Fait que s'il y en a qui posent des questions sur le chat, ça serait bon, mieux vocalement, parce qu'on est vraiment nombreux ce midi. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la publicité numérique? Ça se passe bien? Parfait. Je ferme ceci et je continue. Sur le marketing d'influence, hey, là, j'ai envie de savoir, là, est-ce qu'il y en a qui ont déjà invité des influenceurs dans leur commerce ou qui auraient le goût de le faire, tiens, à main levée. Je veux savoir s'il y a des gens des influenceurs, là, ça les intéresse. C'est parce qu'il n'y a plus personne qui nous écoute ou Naomi, encore une fois, parfait, merci de ta participation. Ouais. Bon, qui a une opinion peut-être défavorable des influenceurs? À main levée, j'aimerais savoir. Qui a des préjugés, ne savent pas trop comment prendre ça, les influenceurs, on ne sait pas quoi faire avec ça. Bon. Alors, le marketing d'influence, ben, ça le dit, hein, c'est une stratégie de communication qui cible les influenceurs. Évidemment, c'est des gens qu'on a identifiés parce qu'ils ont de la crédibilité puis un pouvoir de persuasion. On veut qu'ils nous aident à faire plus de ventes. Ça, c'est le point d'ancrage de départ. Il y a eu beaucoup de ratés dans les premières années des influenceurs. On se souviendra de l'avion Sunwing, bien sûr, avec les influenceurs qui avaient fait la fête et autres. Mais je dois vous dire, moi, que c'est rendu un must, c'est rendu un incontournable, presque chaque campagne qu'on fait. Et ce qui est le fun, c'est que même des grandes marques plus conservatrices, comme par exemple des banques et autres, ont embarqué dans les influenceurs parce qu'ils voient que ça fonctionne et surtout pour aller atteindre des gens de 30 ans et moins, c'est rendu un peu un incontournable. Deux façons de travailler avec les influenceurs. La façon organique, donc on donne des gratuités en échange de publications. Je pense que pour les PME, c'est ce qui est le plus important et le plus intéressant, surtout si vous avez des choses à offrir. Qu'est-ce que c'est des choses à offrir? Bien, c'est évidemment une expérience, que ce soit aller au spa, que ce soit des repas gratuits, que ce soit bon, des vêtements, des objets, une soirée dans un bar. C'est sûr que si vous les invitez, en échange, on s'attend à une story, une photo. Ils garantissent jamais de publication, sachez-le. C'est pas parce qu'ils viennent à votre événement qu'ils vont faire nécessairement une publication. Et il y a la stratégie du unboxing que je vais parler dans quelques instants. L'autre façon, c'est encore mieux parce qu'on a le contrôle, c'est des payés avec un cachet. En moyenne au Québec, là, puis c'est vraiment le prix de base, une publication coûte 1 000 $ 1 000 $ par influenceur, puis une publication, ça n'a pas beaucoup d'impact. Il faut en avoir quelques-unes. Alors là encore, si on veut effectivement avoir des influenceurs payants, il faut avoir entre 5 et 10 000 $ je vous dirais, pour avoir de l'impact. Qu'est-ce que ça change versus le organique? Bien, premièrement, il devient notre employé, hein? Fait que si on a fait un contrat puis on le paye, ben, en principe, il y a des livrables à nous donner. Alors, on peut regarder à l'avance ces publications, ce qu'on ne fait jamais en organique. Alors, les influenceurs viennent à notre resto, mais après ça, je veux dire, s'ils sont intelligents et les influenceurs vivent un peu de ce troc, hein, ils viennent à des événements gratuits en échange, ils nous font de la publicité sur leurs réseaux sociaux. Ça, c'est dans le volet organique. S'ils font une critique très, très sévère, ils savent qu'ils vont être bloqués. Donc, généralement, s'ils n'aiment pas ça, ils vont juste pas faire
de publication. Par contre, en payant, il y a une obligation contractuelle de faire la publication, de l'approuver avant. On s'entend sur le nombre de publications, etc. Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus efficient puis c'est plus intéressant parce qu'on contrôle le message, mais il y a de l'investissement financier à faire. Comment choisir un influenceur dans toute cette marée d'influenceurs? Bien évidemment, on regarde ces sujets. Premièrement, je tiens à vous dire, là, nous, on est toute une équipe et ça fait des années qu'on monte notre liste d'influenceurs qui est environ 500 influenceurs, puis on l'a séparé dans des onglets sur un tableau Excel avec justement leur sujet de prédilection et leur champ d'intérêt. Alors, si on a par exemple un client beauté, bien, on va aller voir les influenceurs, influenceuses qui parlent de beauté. S'il y en a d'autres qui sont en food, en restauration, sorties nocturnes, etc., bon, on va aller prendre ces influenceurs-là. Donc, c'est vraiment un gros travail d'aller les chercher. Il doit être évidemment en adéquation, pardon, avec les valeurs et l'univers de votre marque, hein. Si, par exemple, il fait des photos qui ne vous conviennent pas pour X, Y, Z raison, bien, cet influenceur-là, évidemment, on ne le choisit pas. Trois types principalement d'influenceurs en termes de audience. Alors, le nano-influenceur, on dit nano-influenceur qui veut dire c'est très petit, là, mini-influenceur dans le fond, entre 1000 et 10 000 abonnés sur Instagram. Quand on parle d'influenceurs, là, on cible notamment Instagram. Alors, ça, évidemment, nous, on est moins là-dedans. Nous, ce qu'on vise quand on fait des campagnes d'influenceurs, c'est au moins quelqu'un qui a 10 000 abonnés sur sa page Instagram jusqu'à 100 000. Donc, ça, c'est vraiment la moyenne là, de ceux qu'on décrit comme étant des influenceurs. Ça veut dire que les nanos sont moins intéressants, mais là, ça demande un travail encore plus en profondeur parce que moins d'abonnés, il faut plus de gens. Donc, ils peuvent avoir de l'influence sur leur entourage, effectivement, puis sur leurs abonnés, mais ça va demander une campagne beaucoup plus costaude que peut-être une vingtaine d'influenceurs qui ont entre 10 et 50 000 abonnés qui viennent à une soirée donnée, à un événement. Là, ça va avoir de l'impact parce qu'on va voir, oh mon Dieu, tout le monde était là, surtout si vous êtes sur Instagram. Avec les bons mots-clics, on va bien voir que les influenceurs, il y avait un engouement pour votre commerce ou votre endroit en même temps. Puis les macro-influenceurs, ben, au Québec, on en a beaucoup moins que dans des marchés comme la France, les États-Unis ou ailleurs. C'est des gens qui ont 100 000 et plus abonnés sur Instagram. C'est une portée élevée, mais un engagement souvent très faible. Et ça, c'est important aussi. Nous, en tant qu'agence, on s'est doté d'outils qu'on paye, évidemment, pour aller voir si les amis et les abonnés des influenceurs étaient vrais ou c'était plutôt des amis achetés. On sait que ça peut être un fait. Et grâce à nos outils, on a accès à ces données-là. Donc, c'est important aussi parce que quelqu'un peut avoir 30 000 abonnés, mais beaucoup de faux abonnés là-dedans, puis tout ça, puis ça ne donnera rien. Fait que ce qu'on s'intéresse, c'est non pas juste au nombre d'abonnés, puis ça, on peut le voir facilement en faisant des recherches nous-mêmes, mais c'est au taux d'engagement. Le taux d'engagement, si on n'a pas les outils comme nous, parce qu'on paye pour, ben, il faut le demander à l'influenceur. Quel est son taux d'engagement? Habituellement, ça, c'est des informations qu'on a si on paye l'influenceur. S'il vient de façon organique, c'est comme, encore une fois, du troc. On prend une chance, on se dit, mon Dieu, tu sais, il y a des belles publications, il y a 15 000 personnes qui les suivent, il parle de restaurants, puis on voit que quand il fait des publications, il y a beaucoup de j'aime sur ces publications. Il y en a 100 et plus, par exemple. Alors, on voit que ça réagit fortement. Fait on prend le risque ou on l'invite, on prend l'opportunité de l'inviter. Mais si on le paye, on va aller demander c'est quoi son taux d'engagement. Et là, vous allez peut-être être surpris. Donc, le taux d'engagement, ça veut dire une fois qu'il fait des publications, que ce soit en story, en reel ou en publication statique, combien de gens réagissent à ça? Écoutez, je sais que c'est vraiment pas énorme, là, mais un taux d'engagement moyen, oh, pardon, un taux d'engagement moyen se situe entre 3 et 5. Alors, vous voyez que c'est pas beaucoup. Mais c'est ce qu'on appelle un bon taux d'engagement généralement pour des influenceurs. Alors, c'est ce qu'on vise. Alors, tu sais, nos campagnes d'influence, il faut qu'il y ait du volume, il faut qu'il y ait plusieurs influenceurs, comme je le disais tantôt, pour que ça fonctionne, parce que malgré tout, ils vont rejoindre à peu près 3 à 5 de leur audience. Mais ça fonctionne, je vous le dis, parce que quand on les rejoint, il y a une question d'authenticité. On est beaucoup plus près qu'une publicité dans la télé ou une publicité dans les journaux. Il y a vraiment un lien qui se fait avec le consommateur. Si on suit cet influenceur-là ou cette influenceuse-là, c'est parce qu'on s'identifie à cette personne-là. Alors, bien sûr, ah, OK, elle est allée à telle place, ben, ça devait être le fun. Ou si on est, par exemple, une famille, puis il y a un événement familial sur un quai du Vieux-Port, et on voit qu'il y a plein de mamans qui sont allées avec leurs enfants. On voit ça débouler tout le week-end, mais c'est sûr que ça nous donne l'occasion et l'intérêt d'y aller. Des vrais amis, j'en ai parlé. Évidemment, une autre façon de choisir ces influenceurs, c'est d'aller analyser les partenariats précédents.
C'est-à-dire, avec quelles marques ils ont travaillé dans le passé? Est-ce que c'est des marques crédibles? Je peux vous dire d'emblée là, que les grandes marques qui font des recherches, des fois des recherches qui vont très, très loin là, pour savoir si l'influenceur est crédible, s'il y a pas un passé de trouble, et etc., etc. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous fier si vous voyez qu'il a déjà fait plusieurs collaborations avec d'autres. Des questions là-dessus? Oui, j'aurais une question. Allez-y. En fait, j'en ai plusieurs. Déjà, pour la partie organique vs Oui, payante pour je les vais, collaborations. oui, je vais revenir à la... Exact, oui. Oui, Mhm, parfait. Parce que moi, en fait, je sais que nous, on fait souvent appel à des influenceurs, mais généralement, comme on n'a pas vraiment de budget, mhm. on les paye pas, mais on fait des ententes pour des collaborations organiques. Donc, je me demandais, OK. parce que justement, tu disais que quand c'est organique, on n'est pas censé s'attendre forcément à avoir un retour, sauf que nous, souvent, on fait signer une entente. Est-ce que c'est légal de faire ça encore Alors, dites-moi, est-ce que ou c'est non? possible de savoir le type de commerce que vous avez, puis qu'est-ce que vous demandez en fait aux influenceurs? Oui, alors nous, moi, je travaille pour deux hôtels. Oui? Et OK. donc, en fait, c'est la nuit avec petit-déj ou autre suivant l'entente Mhm. en échange de publication. Absolument. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'est légal? Tout à fait, là. Je veux dire, on est dans un Ouais. marché libre. Alors, vous faites un troc, vous décidez de demander un contrat et vous avez entièrement le droit. C'est pas une nécessité, mais vous avez entièrement le droit. Après ça va beaucoup dépendre aussi du prix, de la valeur du prix. Par exemple, un souper au restaurant, moi, j'irais pas là, personnellement, mais une nuitée à l'hôtel qui peut être jusqu'à des milliers de dollars, peut-être que ça, c'est intéressant. Puis tous les influenceurs acceptent de le faire? Oui, généralement. Et Généralement, puis, oui, parce que on vous êtes a un hôtel. beaucoup, ouais, c'est ça, on a beaucoup de demandes entrantes, mais Oui, je sais. Mais vous ne les prenez pas tous. Et ça ne non, sert à rien de les prendre. Oui, je c'est ça. sais. Les influenceurs, moi aussi, pour avoir représenté des hôtels, les influenceurs voyagent, c'est ceux qui veulent le plus de nuitées gratuites. Quoi de mieux que de voyager gratuitement, n'est-ce pas? Sauf que, effectivement, je vous invite vraiment à faire une analyse approfondie du retour sur investissement et vous faites bien de signer les contrats. Donc, évidemment, comme je le dis, on est dans un marché libre et tout, mais généralement, c'est une pratique moins courante puisqu'il y a pas, vous lui devez pas un cachet à la fin. Ouais. Totalement. Et puis justement, par rapport aux outils, quels sont les outils, par curiosité, quels sont les outils que vous utilisez pour vérifier l'engagement? Alors, c'est un outil qui s'appelle Stellar. C'est un des plus populaires. Ah oui, ok. STE, vous connaissez. Oui. Je tiens à préciser que c'est ça. Ça coûte quand même près de 30 000 par année. Je vous dis les vrais prix. Alors, c'est sûr que nous, c'est utile parce qu'on fait ça au quotidien, n'est-ce pas? Puis, avant, on le faisait à la main, mais non, c'était des statistiques qui étaient bonnes. Mais maintenant qu'on a cet outil-là, on peut comme pas s'en passer. Et cet outil-là va vraiment voir dans ce qu'on appelle, excusez-moi l'anglicisme, le back-end des influenceurs. Donc, ils savent exactement combien de gens les suivent, les vrais amis, les statistiques réelles. Alors, ça nous aide beaucoup, évidemment, nous, à justifier les campagnes et les investissements. Ça, c'est sûr et certain. C'était là. Peut-être que vous pouvez regarder si vous pouvez partager un abonnement avec d'autres, Mm. mais c'est un outil. C'est un de ceux. Il y a des copies là, de d'autres noms, mais c'est sensiblement tous dans les mêmes prix pour l'instant. Peut-être qu'un jour, ça va diminuer, là, mais pour l'instant, ils gardent ça assez. Voilà. Ok, D'autres et questions? Oui, allez-y. j'avais une dernière question. Oui, mais c'est utile pour tout le monde. Pour le taux d'engagement, Mm. parce que là, c'est ça, tu disais, donc c'est 3 à 5%. En Mais ce moyenne. taux d'engagement-là, il est calculé comment celui-ci? Est-ce qu'il est calculé sur le nombre d'abonnés ou sur le nombre de reach? Alors, il est calculé sur l'activité des abonnés par rapport à une publication. Ah oui, d'accord, OK, ok. c'est ça, Ok. exactement. C'est ça de l'engagement. On s'engage envers une publication. Donc, on peut avoir 100 000 abonnés, mais il y a trois personnes qui réagissent à notre publication. Ça, je peux vous dire que c'est un influenceur qui n'a pas un gros taux d'engagement. Mais on peut avoir 1000 abonnés, mais 500, soit 50% de nos abonnés, réagissent à notre publication. Donc, on est vraiment un influenceur dans notre communauté. Ok, c'est bon. D'autres Merci. questions? Ça me fait plaisir. Parfait. Je poursuis parce qu'on a encore beaucoup de matériel. Stratégie unboxing, déballage de colis. Vous avez sans doute déjà vu ça et c'est une stratégie qui fonctionne vraiment très, très bien avec les influenceurs. Ça permet une expérience authentique. Ça montre au consommateur ce à quoi il peut s'attendre également en venant au magasin. Puis, évidemment, ça pique la curiosité. Et vous avez souvent une vidéo. Je vais vous présenter quelque chose ici. Pardon, on faisait l'été dernier, donc, la campagne de
Le festival Oktoberfest, c'est à Repentigny sur la Rive-Nord. Et on a envoyé des bières qui allaient être en vedette durant le festival à des influenceurs. Là, c'est en anglais, je m'excuse, mais vous allez bien comprendre. Et on leur a proposé, dans le unboxing, de faire une dégustation à l'aveugle. Vous voyez, on a envoyé ces colis-là à plus de 30 personnes et ils ont tous fait sensiblement ceci. Alors, je vous présente. Vous imaginez ce que vous venez de voir? On n'a pas payé l'influenceur en question. On lui a juste envoyé une super belle boîte avec des produits. Il avait préalablement accepté, bien sûr, parce que quand on envoie des boîtes, tu sais, ça peut être des centaines de dollars là aussi, parce qu'il y a quand même des produits gratuits qu'on met, etc. On lui a donné 2 billets pour venir au festival gratuitement aussi. Alors, il y a des frais de poste, il y a des frais d'emballage et autres, mais vous voyez le retour sur investissement, la publicité, c'est de niveau presque professionnel ce qu'il vient de faire. Puis en plus, on avait décidé, pas juste d'envoyer des bières pour dire, ah, ben j'ai reçu des bières, ça va être le fun, mais on a décidé de leur faire faire un tasting, donc une dégustation à l'aveugle. Donc, si vous avez des produits de beauté, des choses comme ça, n'hésitez pas à user de créativité lorsque vous envoyez des unboxings. Et je vous dis, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne et ça vous fait de la pub. J'allais dire gratuite, elle n'est pas gratuite, là, il y a le coût des envois, mais vous payez personne pour la faire. C'est très, très bon. Si vous avez des produits de consommation, bien sûr, ça s'adresse plutôt aux gens qui ont des produits de consommation. Si vous n'avez pas de produits de consommation, vous pouvez faire ce qu'on appelle un événement influenceur. Puis, qu'est-ce qui fonctionne bien? C'est le nombre. Quand on est avec des influenceurs, c'est d'avoir le plus d'influenceurs dans un temps assez concentré, hein. C'est ce qui fonctionne vraiment bien pour que on voit qu'il y a vraiment de l'activité sur les réseaux sociaux autour de votre marque. Alors, un événement influenceur vous permet de rassembler plusieurs influenceurs le même jour dans un événement, idéalement dans votre établissement. On leur donne un traitement un peu VIP. Les influenceurs, ils aiment ça sortir. Ils aiment ça aller à des événements. Ils aiment ça se retrouver entre eux. Alors, on leur donne un traitement VIP, alcool et nourriture, mais aussi de créer une expérience, que ce soit d'aller voir une exposition, que ce soit d'essayer des produits. Et pour les restaurants, je pense que les influenceurs, pour tout ce qui s'appelle hôtels et restaurants, c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, je pense que vous avez presque plus besoin d'acheter de publicité traditionnelle, mais de focuser sur les influenceurs. Le restaurant, là, c'est vraiment très, très bon. Vous les invitez à manger gratuitement. Ça, c'est vraiment important. Faut pas qu'ils dépensent. Et donc, vous pouvez faire des événements de lancement comme on a fait l'été passé alors qu'on lançait un nouveau festival qui s'appelle Vitrine dans le sud-ouest de Montréal. Et on a fait un événement influenceur pour lancer la programmation culturelle de cet événement-là. Voici ce qu'une influenceuse a fait suite à cet événement de lancement influenceur. Et voilà, je vais arrêter ça. Alors, ça a l'air le fun, hein? Quand je regarde ça. Puis moi, j'ai rien fait. Moi, je l'ai invitée tout simplement. Elle est venue. Puis après, j'ai vu cette superbe vidéo. Puis en plus, elle affichait le nom du festival, les dates et tout. Quand je vois ça, moi, ça me tente d'y aller. Alors, elle m'influence. Alors, c'est vraiment, vraiment pratique de faire du marketing d'influence. Quelques questions parce que je sais que c'est important. Puis je sais qu'on est vraiment dans cette tendance-là pour le marketing d'influence. Est-ce que vous avez des questions pour ce volet-là avant qu'on passe au prochain volet? Ça va?
Parfait. Relations publiques. Alors, j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient là la semaine passée et qui sont à nouveau là. Alors, ça, c'est un bon signe. Je vais y aller donc rapidement. Donc, les objectifs d'une campagne de relations publiques, c'est évidemment de faire connaître sa marque ou son produit. Encore une fois, de renforcer sa crédibilité, de gérer une crise s'il y en a une, changer les perceptions et engager le public. Qu'est-ce que c'est des relations publiques? Ben, c'est le fait d'attirer les médias, ceux qui écrivent du contenu pour qu'ils viennent tester vos produits, découvrir votre établissement et autres. Alors, on les invite. Il faut avoir une liste de journalistes qu'on a ciblés au préalable. Si, par exemple, on est dans le tourisme, bon, on va aller dans la presse, dans des gazettes, cibler les journalistes touristiques. On va aller également dans les médias spécialisés. Si on est dans les restaurations, on va aller voir les critiques culinaires, puis on va les inviter. Et on va attirer leur attention. Je vous le dis, je me répète souvent, les relations de presse, malgré tout, demeurent la meilleure façon de convaincre les gens. Moi, si je lis le samedi dans le cahier Inspiration une super bonne critique sur un restaurant, c'est sûr que ça amène de la crédibilité, ça pique ma curiosité beaucoup plus que lorsque je sais que ça a été payé, la publicité ou même l'influence. Donc, ça fonctionne encore. Mais vous savez, il y a 8 relationnistes pour un journaliste actuellement à Montréal, donc ils reçoivent un volume extrêmement élevé. Alors, les gens, de plus en plus, se découragent un peu d'avoir des médias, des journalistes qui viennent et essayer parce que les médias ne répondent plus. Malheureusement, on est dans une crise des médias, les salles de nouvelles sont coupées. Alors, c'est de plus en plus difficile, mais quand on y arrive, peut-être des fois avec de l'aide de professionnels aussi, le retour sur investissement est vraiment, vraiment intéressant. Surtout si on a un porte-parole aussi. Je vous le disais d'entrée de jeu aujourd'hui, on aime nos célébrités au Québec. Alors, les porte-paroles, c'est plus facile pour, par exemple, planifier des entrevues à Salut Bonjour ou dans d'autres médias. Le communiqué de presse, ça demeure un outil essentiel. Donc, si vous voulez faire connaître votre entreprise, je suggère vraiment d'envoyer par courriel, d'abord de faire votre liste de presse, donc de trouver les adresses courriel des journalistes que vous voulez envoyer et d'envoyer un communiqué de presse bien rédigé. Puis, je vous lance une perche comme ça. Des outils d'intelligence artificielle peuvent vous aider aussi avec un bon brief à écrire un communiqué de presse. Et donc, l'art du pitch, c'est de convaincre le journaliste qui reçoit une quantité incroyable, évidemment, de demandes, c'est de le convaincre d'aller chez vous. Alors ça, il faut vraiment être un bon vendeur pour dire non, non, en fin de semaine, c'est mon resto que tu viens essayer et non l'autre. C'est sûr que les relations qu'on a déjà avec peut-être des journalistes, si vous êtes un restaurant qui à chaque saison invité, par exemple, un critique culinaire ou des critiques culinaires, ben, c'est avec le temps, ils vont penser à vous, ils vont revenir. Alors, je vous conseille, si vous voulez aller vers les journalistes traditionnels, évidemment, c'est des invités le plus souvent possible. Les événements, je termine avec ceci. Est-ce qu'il y avait des questions sur les relations publiques? Je suis allée très, très vite parce que je veux quand même finir à 13 maximum. Parfait. Donc, je poursuis avec les événements qui sont évidemment une autre façon de faire de la promotion. Tantôt, on a parlé des événements liés avec les influenceurs. Là, je parle des événements en général. Ça peut être des portes ouvertes. Ça peut être un vernissage ouvert à tous, une fête particulière où vous dites, bon, je fais une fiesta mexicaine dans mon commerce ce week-end pour attirer des gens, le grand public. On s'intéresse au grand public et bien sûr que ça fonctionne. Je sais encore une fois que ça demande des investissements. Là. À peu près tout ce que je vous présente demande des investissements, mais c'est un peu la notion du marketing. Ce qu'on veut, c'est que ça nous ramène évidemment des clients. Donc, de créer une expérience marquante, mémorable, qui va entraîner des gens qui naturellement iraient peut-être pas dans votre établissement. Ça, c'est intéressant. Évidemment, ça renforce le sentiment d'appartenance. On a des retours en temps réel aussi, hein, de dire, ah, mais moi, je connaissais pas du tout votre endroit, mais quand j'ai vu que vous faisiez un spécial vin et fromage cet après-midi dans votre galerie d'art, ben, on a vu ça dans un blog ou on a vu ça via des influenceurs. On a décidé de venir. Alors, vous avez vraiment un retour en temps réel. Ça peut même générer des leads et des ventes, c'est sûr et certain, plus que vous attirez des gens. Tu sais, ça peut être juste quelques ballons des fois à l'extérieur, là. C'est l'événementiel. Donc, faire quelque chose qui est différent de tous les jours et attirer de nouveaux publics, en plus de vous permettre probablement que monsieur, madame, tout le monde prenne des photos. S'il y a une mascotte à l'extérieur, s'il y a des jeux gonflables, etc., ben, ça va faire en sorte que, évidemment, vous allez attirer l'attention sur les réseaux sociaux également.
Les styles d'événements, on en a parlé un petit peu, lancement de produits, des défilés de mode, des soirées exclusives, des événements culturels ou artistiques, donc des expositions, des festivals, où il y a un band de musique qui est dans votre boutique toute l'après-midi. Tu sais, c'est un événement, pardon. Activation de marque, des pop-up, des ateliers interactifs, ça aussi, c'est le fun. Par exemple, comment créer, moi, je ne sais pas, une recette. Donc, vous ouvrez un atelier tout l'après-midi, puis le grand public est invité à venir avec leurs enfants, chef d'un jour. Tu sais, ça peut être très, très intéressant. Et des événements caritatifs, bien sûr, donc des levées de fonds. Vous les indiquez clairement, à l'achat de tel produit, ben, vous donnez des dollars à tel ou tel organisme. Et ça aussi, c'est très bien vu et ça aide les ventes, ce genre d'initiative-là. Élaborer un événement. Donc, avant l'événement, il faut bien sûr créer des invitations, promouvoir l'événement via les réseaux sociaux, newsletters, relations de presse et tous les outils de com qu'on a vus aujourd'hui. Parce que c'est bien beau faire, par exemple, une porte ouverte puis de remettre un cadeau aux 100 premiers enfants qui vont venir vous visiter dans votre boutique samedi après-midi. Ça, c'est des choses là, faciles qu'on peut faire, mais encore faut-il que les gens le sachent. Donc, la promotion sur les réseaux sociaux, dans vos infolettes, partout où vous pouvez atteindre vos clients existants et peut-être même des nouveaux clients, c'est vraiment intéressant. Mettre à la disposition du grand public tout ce qui s'appelle vos hashtags, donc votre mot-clé d'entreprise, votre mot-clic, c'est-à-dire, souvent ça va être carrément le nom de l'entreprise, mais ça peut être autre chose. Vous pouvez faire des affiches en tout temps, mettre ça à l'entrée. Je parle surtout de ceux où on vit une expérience. Alors, les restos, les bars, les hôtels, très pratique et comme ça, vous allez revoir le contenu que les gens font, tant les influenceurs que le grand public, très facilement grâce au mot-clic, vous allez pouvoir trouver ça dans vos recherches. On encourage les gens, bien sûr, à partager le contenu. Donc, s'ils ont le mot-clic ou encore s'ils ont un code QR à l'entrée de l'événement, ben, ça va être encourageant. Puis, si la maman vient chercher le jouet pour l'enfant le samedi après-midi, ben, elle va prendre une photo de son enfant, va le partager sur son Instagram avec le hashtag, le mot-clic qu'on lui a donné. Alors, ça aide aussi. Tout ça, c'est de l'influence, tout ça, c'est du marketing. Puis après l'événement, vous, de votre côté, en tant qu'organisation, en tant que lieu, ben, vous publiez des photos, des résumés, des témoignages pour montrer que vous êtes dynamique, pour montrer qu'il y a des gens qui vont chez vous, que vous êtes la place à aller visiter. Parce il y a un phénomène en marketing, c'est que je dis toujours le succès entraîne le succès. C'est-à-dire que si les gens voient que c'est achalandé, que ça a l'air le fun, évidemment que si on voit ça sur les réseaux sociaux, on va être attiré à y aller. Je fais une parenthèse. Hier, on parlait avec d'autres gens de communication de Royal Mont, le projet Royal Mont, évidemment. Et il y a quelqu'un actuellement ou des personnes sur différents sites, réseaux sociaux, qui s'amusent à filmer Royal Mont le soir. Je vous dis que c'est pas glorieux parce qu'il n'y a pas de gens, hein? Et ça, c'est sûr que moi, quand je regarde ça, ça me tente pas d'y aller. Mais si vous avez du bel achalandage, si vous avez des gens qui y vont massivement et que vous publiez ça sur vos réseaux sociaux, ben, ça va plus nous tenter d'y aller, évidemment, qu'un endroit qui est vide et désert. Parenthèse fermée. Les éléments essentiels quand on fait un événement, donc, que ça soit des cadeaux, je l'ai dit tantôt, de la nourriture, de l'alcool ou des breuvages, de la musique. On n'oublie pas, dans le Vieux-Montréal, on sait que c'est pas un argument de vente, là, mais le stationnement, ou en tout cas de dire qu'il y a des métros à proximité, parce que c'est quand même l'arrondissement qui est le mieux desservi par les métros, et c'est la ligne orange en plus qui rejoint vraiment beaucoup, beaucoup de population. Donc, c'est important de dire que c'est facilement accessible. Je sais que vous, dans le Vieux-Montréal, je suis moi-même, mon bureau est dans le Vieux-Montréal, là, au coin de Saint-Pierre-Saint-Paul, au 417 Saint-Pierre. Donc, je sais qu'il y a des travaux, il y a des entraves, mais il n'y a aucune raison que ça bloque les gens de venir avec les stations de métro. Parenthèse fermée, donc, cadeaux souvenirs, on le dit, des stands photos aussi, ça c'est très intéressant quand on invite des gens du grand public. S'il y a un endroit super bien décoré à l'entrée pour faire une photo, encore une fois, on augmente la probabilité du repartage sur les réseaux sociaux et donc augmenter votre visibilité et donc augmenter la clientèle et les ventes. Alors, voici les éléments essentiels. Et rencontre avec les artisans, ça, c'est le fun aussi, je pense. Par exemple, aux galeries d'art et autres, si vous avez un artiste qui peut être là un samedi après-midi, vous en faites la promotion, je pense que c'est une plus-value aussi pour attirer des gens. Donc, voilà pour les événements. Des questions, commentaires? Très bien. Alors, avant de terminer, évidemment, on a mis beaucoup de choses en place et il y a énormément de matériel dans ce que je viens de vous donner. Je suis consciente. Mais avant que nous, on justifie ou encore que vous alliez justifier à votre patron que vous allez dépenser 100 000 dans une campagne intégrée de communication,
faut mesurer les impacts de la campagne, OK? Et pour ça, il y a aussi des outils puis des indicateurs de performance. Donc, portée impression. Combien de personnes ont vu votre contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias traditionnels? Là encore, on a accès à des outils. On sait combien de gens écoutent, tout le monde en parle. On sait combien de gens écoutent Occupation Double parce qu'on a des outils pour le prouver. Donc, si vous avez fait des publicités télévisées pendant ces émissions-là, on pourra vous dire la cible que vous avez potentiellement atteinte. Il y a des choses aussi que sans ces outils de professionnels, on peut aller chercher en termes de statistiques qui vont vous aider effectivement à dire, ah ben, tu sais, je le sais que sur ce site-là, il y a environ 50 000 visiteurs par jour, donc j'ai un potentiel de 50 000 visiteurs par jour. Une des façons très, très simples lorsqu'on commence une campagne de marketing, c'est d'aller voir vos statistiques de clics sur votre site web des 3 derniers mois, par exemple, que ce soit quotidiennement, de façon hebdomadaire ou encore mensuelle, et de voir s'il y a eu plus de clics sur votre site web. Ça, c'est vraiment une donnée facile que vous pouvez tous avoir. Donc, ça veut dire que, on voit qu'il y a un pic, là, il y a des gens, samedi, on était dans la presse, OK, il y a 1000 personnes de plus que d'habitude qui sont allées voir notre site web. Alors, généralement, c'est un gage quand même qu'il y a quelque chose qui a été bien vécu. La conversion, est-ce que finalement, il y a plus d'achats, plus d'inscriptions, plus de téléchargements? Évidemment, l'achat, c'est la chose ultime qu'on veut, mais en amont de ça, il peut y avoir plus de gens qui vous suivent également sur vos pages réseaux sociaux, plus de téléchargements si vous avez une application ou autre. Alors, il y a ça aussi à tenir en compte. Et bien sûr, le retour sur investissement, combien d'argent vous avez dépensé, combien d'argent ça vous retourne. Mais je tiens à dire ceci. On est dans l'influence, on est dans le non concret. Des fois, on va faire tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Ça nécessite bien sûr des sous. Puis le retour, on ne le verra pas tout de suite. Mais le retour, il va arriver. Il va arriver. Des fois, c'est pas spontané, des fois, ça l'est, mais aussi pour voir à long terme. C'est très, très important de voir à long terme. Parce que quand on se fait voir, évidemment, c'est toujours mieux que quand on est complètement invisible. D'autres façons de mesurer la campagne, le Google Analytics, je parlais de Google Ads plus tôt. Donc, ça aussi, vous créez un compte, vous demandez à votre neveu qui est bien, bien bon en jeux vidéo, là, il va savoir comment faire ça, ou vous nous appelez pour les choses de base, du moins. Médias sociaux, ça aussi, Facebook, Instagram, LinkedIn, met à la disposition de tous les gens qui ont des pages d'entreprise, des statistiques simples. Après ça, si on paye, puis si on s'est décortiqué, on peut aller chercher des statistiques beaucoup plus poussées puis les analyser pour voir l'impact sur nos ventes. Mais il y a quand même des statistiques simples en fonction des publications qu'on a fait, qu'on peut aller dégager pour voir si, ah, tiens, quand je publie une photo de dessert, ça fonctionne plus que quand je publie une photo de steak, par exemple. C'est des statistiques intéressantes à savoir. Et bien sûr, le CRM, les logiciels de suivi, tout ce que vous avez. Et si vous avez une newsletter, est-ce qu'il y a plus d'abonnés également à ma newsletter? Ça, vous faites ça, ces indicateurs de performance-là, je vous en ai parlé à la fin, mais en réalité, vous faites ça au début, puis à la fin, vous prenez les résultats et vous analysez tout ça. Et ça va vous permettre d'aller justifier vos dépenses auprès de vos patrons. Voilà, voilà pour cette présentation de cet après-midi. Je vous avais dit qu'on allait suivre le temps. Alors, il est 12h58 et ça me laisse quand même 2 minutes pour prendre des questions sur ce cours extrêmement rapide de communication marketing que je viens de faire. Donc, merci à tous encore une fois. Merci. Merci, Marilyn. Bonne journée. Merci. Au Bonne revoir. journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.